Histoire des Mandingues de l'Ouest. Djibril Tamsir Niang. Chapitre 2. Les Blancs arrivent par la mer. Colonie de peuplement recevant constamment des populations, les provinces occidentales s'insèrent harmonieusement dans l'ensemble malien. Elles devinrent par-delà le bambouk le prolongement naturel du manding. 2 siècles après l'expédition de Tiramakan, les populations de ces provinces vers 1450 étaient déjà fortement mandinguisées. Le peuplement malinké était dense le long de la Casamance et de la Gambie, mais il ne l'était pas moins dans le Badiar, le Mana et le Kakoli aux confins du Fouta Djallon, où les autochtones avaient presque tous adopté la langue malinké. Les Malinqués et les Portugais au XVIe siècle. Le Mali amorça son déclin dès le début du XVe siècle. Les empereurs perdirent en moins d'un quart de siècle toute la boucle du Niger. En 1433, les Touaregs s'emparèrent de Tombouctou et en chassèrent la garnison malinké. Sur la branche orientale du Niger, c'est le réveil du vieux royaume de Songhai. Affranchis du Mali, les rois Songhai passèrent à l'attaque et méthodiquement firent la conquête de la boucle jusqu'au delta inférieur et s'emparèrent de Djenné. Ce fut l'œuvre de Soni Ali, 1462-1492. Les Malinqués perdirent complètement la boucle du Niger et furent coupés des pistes sahariennes au profit des Songhai. Ils refluèrent vers les provinces occidentales. On assiste à de nombreux départs de commerçants sarakolais et malinqués fuyant Tombouctou, Djenné pour aller s'installer plus au sud, d'autres poussant jusqu'au Bambouk. Les Malinqués tenaient encore les sources de l'or, le Bouré et le Bambouk. Ils tentèrent sans doute de ranimer la piste occidentale menant vers Sidjili Massa. Mais cette ville du sud marocain était en déclin depuis que l'axe commercial du monde musulman s'était déplacé vers le Caire. Tekrour, Koumbi et Wadagos périclitaient au profit de Walata, Kano et les villes du Bornou. Les commerçants malinqués devaient donc passer par les Songhai et payer des droits de douane élevés pour échanger l'or aux Arabes contre les tissus, armes, encens et autres produits exotiques. Le vieux empire du Mali, sur le plan militaire, s'essoufflait sous les coups de boutoir des Songhai, désormais maîtres des pistes caravanières du Soudan. C'est à cette époque, 1445, qu'on entendit des nouvelles étranges par les habitants du Djolof et du Sine. On apprit que des Blancs montés sur des navires géants poussés par le vent s'étaient montrés sur les côtes atlantiques. Les Wolofs et les Sérères avaient eu parfois maille à partir avec ces Blancs. En 1455, 1456,
Le contrat entre Malinké et Portugais nous est relaté par les récits de voyage de Cadamosto et de Diogo Gomes, tous deux navigateurs au service du roi du Portugal. Cadamosto pénétra dans l'estuaire de la Gambie. Les Malinké savaient déjà que ces Blancs s'étaient livrés à des actes de piraterie au Jolof et au Sine, avaient enlevé des hommes et les avaient emportés dans leurs bateaux. Ils savaient que ces Blancs achetaient de l'or, des esclaves. On racontait qu'un roi Wolof s'était vaillamment défendu et que ses hommes avaient tué des Blancs avec des flèches empoisonnées. Quand les gens du Nyomi, à l'embouchure de la Gambie, virent les grands voiliers, ils se préparèrent à l'attaque, bien que sachant que les Blancs avaient une arme qui crachait du feu en faisant le bruit du tonnerre. 15 pirogues furent mises à l'eau. Dans chacune d'elles, 10 hommes vêtus de tuniques blanches et armés de flèches et de lances. À la proue de chaque pirogue se tenait le capitaine armé d'un bouclier en cuir qui donnait des ordres. Les Blancs tirèrent 4 coups de canon, les boules tombèrent dans l'eau et provoquèrent de grands remous. Passé l'instant de panique prévisible, les habitants attaquèrent les caravelles, mais Cadamosto sut négocier par des gestes et par entremise d'interprètes qu'il avait avec lui. Il fit comprendre aux Malinké qu'il venait non en guerrier, mais en commerçant, que son souverain désirait connaître le Manding Mansa, lui porter des cadeaux et signer avec lui un traité d'amitié. Les Malinké répondirent qu'ils connaissaient bien les méthodes qu'utilisaient les Blancs, qui venaient acheter des esclaves pour les manger, et qu'ils se passeraient bien de l'amitié de tels hommes. Ce premier contact était manqué. 2 ans plus tard, Cadamosto se présenta encore à l'embouchure de la Gambie. La situation était moins tendue. Les Malinké savaient que les gens de Tougal, c'est ainsi que les Wolofs prononçaient les noms des Blancs, venaient essentiellement pour faire du commerce, qu'ils avaient beaucoup de bonnes choses, de tissus, du vin, des chevaux, des bracelets, etc. Les Sérères s'étaient emparés d'une caravelle après avoir pillé et tué tous les hommes. Ils la mirent en pièces. Depuis ces événements, les Blancs se montrèrent plus raisonnables et de bons rapports commerciaux s'établirent progressivement. En 1456, Diogo Gomes remonta le fleuve de la Gambie et à force de diplomatie, il avait su entrer dans les bonnes grâces de ses riverains. Les premières relations commerciales. Il avait fait la paix avec les gens du Faring de Sankola qu'il appelait Farisangoul. Le neveu du Faring du nom de Frangazik était présent et supervisa les échanges. Les Malinké achetèrent des tissus, les Portugais de l'or. Un grand Malinké du nom de Boukari accepta de conduire les Portugais jusqu'au Cantor dont il avait entendu parler. Ils s'arrêtèrent au port de Niani, atteignirent le Wouli et jetèrent l'ancre à Cantor. L'interprète expliqua le but du voyage des Blancs. Ces derniers réaffirmèrent leur volonté d'honorer les chefs du pays et les informèrent du désir de leur roi d'entrer en relation d'amitié avec les grands souverains du Manding. Sur le chemin du retour, Diogo Gomes fut même reçu chez Bati Mansa. Il s'agit du roi du Bintang.
auquel il apporta beaucoup de cadeaux et du vin. Le roi lui fit don de 3 esclaves et de peaux de bêtes. Il fit même paix avec Nyomi Mansa qui avait tué des chrétiens. Il se révéla un bon blanc pacifique. Avec la rapidité du télégraphe africain, la nouvelle fit siffler, tambouriner partout. La nouvelle était arrivée depuis longtemps à Niani, la capitale. La nouvelle était arrivée depuis très longtemps à Niani, la capitale, que les Blancs fréquentaient les côtes du Jolof. Dès leur arrivée dans les eaux gambiennes, le Mandé Mansa avait été informé. Il avait eu un rapport complet sur ces Blancs auxquels les Malinké donnaient le nom de Toubabou. Sur l'ordre du Mandé Mansa, les marchands des rives du Niger dirigèrent leur caravane vers l'ouest. Lors du Bouré et du Bambouk trouva un nouveau débouché. Les Portugais étaient très curieux. Ils posaient beaucoup de questions. Ils voulaient connaître les noms des fleuves, des rois, des rapports entre les rois. Ils voulaient aussi savoir d'où venait l'or, comment on l'extrayait. Tant de curiosités intriguaient les Noirs. Les gens de Gambie, comme avant eux, les Sérères et les Wolofs, pouvaient se demander quelle soif d'or et de biens matériels poussait ces Blancs à affronter la haute mer. On sut bientôt qu'ils étaient chrétiens. Ils adoraient Jésus le Nazaréen. La croix était le symbole de leur religion. Ils cherchaient l'or et ils voulaient convertir les gens à leur religion. On percevait vaguement qu'ils voulaient dominer tout le pays, le vider de ses recherches pour les emporter chez eux. C'est ainsi que commencèrent les relations commerciales entre les Sénégambiens et les Portugais. Avec la Gambie, ils pénétrèrent dans la Casamance, puis le Rio Grande, tout le domaine malinké connut les Portugais. Ils eurent une prédilection marquée pour les pays de Casamance, du Cachou et du Rio Grande. Ils s'y installèrent et nouèrent des relations d'amitié avec les rois locaux, comme on va le voir. Chaque année, des caravelles venaient du Portugal, remontaient la Gambie, la Casamance, le Rio Cachou et le Rio Grande. Les Portugais achetaient de l'or, des épices, des esclaves. Ils vendaient des tissus, des ustensiles en fer et en cuivre. Ils transportaient même des chevaux achetés en Mauritanie pour les revendre en Gambie et au Gabon. Ils les échangeaient le plus souvent contre des esclaves. L'arrivée des navigateurs portugais fut comme une bouée de sauvetage lancée au Mandé Mansa. Le commerce s'établit entre le Portugal et le Mali, à la grande satisfaction des hommes d'affaires des deux pays. De longues caravanes partaient du Manding, traversaient le Djara, le Bambouk, pour arriver au Kantor et au Wouli, où avait lieu la rencontre entre Malinké et Portugais. La longue route était jalonnée de marchés, de gîtes d'étape. Ce voyage d'affaires pouvait durer 4 à 6 mois. Le Manding Mansa et ses courtisans recevaient ainsi des produits manufacturés d'Europe directement, alors que par l'intermédiaire des Arabes, ceux-ci étaient 10 fois plus chers. De leur côté, les Portugais disposaient maintenant de l'or malien presque à la source, se passant de l'intercession onéreuse des Arabes. Le long de la Gambie et de la Casamance, les villages, les foires
connurent une activité fébrile. Le lent mouvement des populations vers la côte amorcé par les Malinké se précipita. De nombreuses familles maraboutiques et marchandes du Moyen-Niger émigrèrent ainsi vers le Gabou. Les chefs-lieux des provinces gambiennes du Wouli et du Kantor jusqu'au Nyomi furent des esclaves et des marchés fréquentés par des Portugais. Kaour, Kassang, Kantor connaissaient une grande animation. Les Portugais faisaient aussi beaucoup d'échanges le long de la Casamance. C'était le domaine des Kassanga, fraction des Baïnouk qui donna son nom au fleuve et à toute la région. Le roi Kassamansa était mandinguisé. Sa résidence se trouvant à Brikama, les Portugais vendaient aux habitants du coton et du fer. Le tissage était très développé et les autochtones manquaient de matières premières. Les Malinké qui la fournissaient aux Kassanké furent ainsi supplantés par les traitants blancs. Les Mansa et Farines de Gambie et de Casamance furent des bénéficiaires directs du commerce avec les Blancs. Le Manding Mansa n'avait pratiquement de droit que sur les commerces de l'or. L'éveil des rois côtiers. Le roi nègre Massa Tamba. Si les Floups et les Balantas se montraient très réticents au contact des Portugais, leurs voisins Kassanka, en revanche, montrèrent de très bonnes dispositions à l'égard des nouveaux venus. Ils s'ouvrirent largement au commerce et même à l'occidentalisation. Un roi Kassanga du nom de Massa Tamba est resté célèbre pour son amitié avec les Blancs. Il y eut chez lui une nette volonté de moderniser son royaume, mais la traite négrière devait ruiner ses nobles intentions. Les habitants de ce royaume de Casamance s'appellent Kassanga. Le royaume appartient à un roi très guerrier, ami des Blancs, très libéral. Il avait un train vraiment royal et se faisait servir avec apparat, table, tapis de soie, chaises, lits dorés, rideaux, baldaquins de soie, vaisselle d'argent, de sorte qu'il avait un train vraiment royal. Il s'appelait Mansa Tamba. Il conquit le royaume des Baïnouk qui est vaste et dont le port de Bugendo était le plus important pour notre trafic. Ce roi fit beaucoup d'autres guerres. Il donnait pour un cheval à condition qu'il soit bon 10 ou 15 nègres. C'était le récit des esclavagistes. L'auteur portugais poursuivit en disant que les Blancs circulaient librement dans le royaume de Massa Tamba. Il créa même un village pour les Blancs, non loin de sa capitale Brikama, en 1580. Massa Tamba avait, à en croire notre auteur, une cavalerie de 5000 chevaux. À raison de 15 nègres par cheval, on voit quelle ponction ce roi négrier dut faire dans le pays. Le coût de la modernisation était très élevé. C'est ainsi que le commerce des esclaves prit le dessus dans les relations commerciales entre rois de la côte et Européens. Massa Tamba est peut-être le cas le mieux connu. Les petits souverains de la côte, les gouverneurs des provinces eurent tous tendance à s'affranchir et à travailler pour leur propre compte. Pour l'heure, ils ignoraient qu'en favorisant le commerce des esclaves, ils ruinaient leur pays, car après les voisins, force leur sera de vendre leurs propres sujets.
Le commerce atlantique attend donc l'émancipation des royaumes et provinces de l'Ouest malien. Les effets pernicieux du commerce de traite apparurent dès le début du XVIe siècle. Jadis, les caravanes soudaines avaient apporté la prospérité et contribué en renforcement des royaumes noirs. Mais les cavaliers implantèrent sur nos côtes un commerce pernicieux qui allait vider le pays de sa substance vive. Le royaume du Gabou en fera la triste expérience, comme on le verra plus loin. Mais dès le XVIe siècle, les Portugais s'établirent en grand nombre en Casamance, dans le Cachao et le Rio Grande. Leur principale base était Touba Boudaga, à côté de Brikama, la capitale de Massatamba. Beaucoup d'entre eux épousèrent des femmes du pays. Leurs enfants, appelés Tangamao ou Gourmettes, ne tardèrent pas à former une classe intermédiaire de marchands. Cependant, la base la plus importante des Portugais au XVIe siècle était les îles du Cap-Vert, où était installée la capitainerie commandant tous les comptoirs du continent. André Donelha, auteur d'une description de la Sierra Leone et des rios de Guinée du Cap-Vert, paru en 1625, ouvrage très documenté sur le Gabou, est un natif des îles du Cap-Vert. De même, Alvarez de Almada, auteur du Tratado Breve dos Rios de Guinée do Cabo Verde, 1594, ouvrage non moins documenté et lui aussi natif de l'île du Cap-Vert. Fin du chapitre 2. Retrouvons-nous au chapitre 3 la prochaine fois. Et le chapitre 3 va consister aux origines du Gabou. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine. You know